Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'intelligence artificielle au service de l'éducation, c'est l'objet de notre débat du jour. Personnaliser les apprentissages selon les besoins de chacun, proposer aux élèves des exercices adaptés à leur niveau d'apprentissage, mais aussi permettre aux enseignants d'identifier dans les classes les élèves en situation de difficulté. Autant d'exemples d'applications concrètes de l'IA à l'école. Où en est-on de son déploiement à l'échelle nationale? Comment peut-elle à long terme impacter l'élève, l'enseignant, le savoir même? Réponse avec nos deux invités. Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, École des ressources humaines du groupe IGS, et directeur du laboratoire d'innovation sociale et de la performance économique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Catherine de Vulpilière, cofondatrice d'Évidence B, start-up qui met au point, grâce aux sciences cognitives et à l'IA, des modules d'enseignement personnalisés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Lionel Prudhomme, la médecine, l'agriculture, les RH, le tourisme, l'IA transforme aujourd'hui de nombreux domaines. Que peut-elle apporter au secteur de l'éducation ? Alors, déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut déjà commencer par dire qu'il y a deux éléments très importants. C'est premièrement tous les défauts que l'intelligence artificielle peut avoir et qui posent même des questions de citoyenneté quelque part dans tous les domaines. C'est tout ce qui touche en fait aux biais qu'elle peut trimballer. Alors pourquoi des biais? Simplement parce que les gens qui programment sont des humains, qu'eux-mêmes ont des préjugés potentiels, conscients ou inconscients, et que quand ils programment avec leur propre sphère culturelle. Donc ils peuvent embarquer des préjugés. Donc la question d'éthique qui rentre en jeu. Et donc il y a une question d'éthique qui est très forte. Deuxièmement, parce que quand on utilise des données, les données sont un reflet de la société. Et par exemple, L'Oréal s'en était aperçu quand ils avaient voulu développer un module de recrutement basé sur les données anciennes. En fait, ça coupait toute leur politique de diversité, qui est très avancée chez L'Oréal, parce qu'en fait, on n'avait pas d'impact. Donc ça, c'est un premier élément. Donc l'éthique, vous l'avez dit. Et la deuxième chose, c'est que ça peut être une aide formidable. Ça peut être une aide formidable si effectivement on n'en fait pas un appareil qui roule en automatique. C'est-à-dire dans l'éducation, par exemple, on voit qu'il y a des applications, d'ailleurs gouvernementales, certification numérique par PIX. Et quand on interroge l'individu qui veut avoir ce certificat, la machine va s'adapter au niveau qu'elle a, que la personne a, et va lui poser les questions. Si elle répond 2 fois positivement, elle va hausser le niveau. Si elle répond 2 fois négativement, elle va baisser le niveau. Et donc, on va bien avoir comme ça l'évaluation de la personne sur ce type de domaine. Donc, on voit que c'est très important parce que ça permet peut-être de cerner en fait les niveaux des différents apprenants et de faire que l'enseignant va être en posture, j'allais dire, de conseil, de plus grande expertise pour avoir un enseignement personnalisé. Donc c'est ça les fondamentaux. L'IA au service de l'éducation, Catherine de Vulpilière, ça veut dire qu'elle se met au service de tous les acteurs de l'éducation, l'élève comme l'enseignant. Oui, absolument. Je souscris totalement à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, c'est à la fois une énorme opportunité, cette IA dans l'éducation. Moi, j'ai été enseignante pendant très longtemps, et effectivement, même avec la meilleure volonté du monde, savoir pourquoi exactement tel élève bloque à tel endroit, ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que nous, on s'appuie, comme vous le disiez, sur 2 innovations, les sciences cognitives d'un côté, qui permettent déjà de documenter finalement des ressources smart, intelligente, et puis de l'autre côté l'IA qui effectivement doit être au service de ces différents acteurs. Donc c'est vrai, les élèves en tout premier lieu, et puis jamais décorréler des enseignants, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait dans le cadre notamment des partenariats d'éducation qu'on a pu signer avec l'éducation nationale, je pense au P2IA, IA Éducation, en ce moment il y a 2,4 millions d'élèves de cycle 2 qui peuvent faire des ressources de maths avec nos outils. Finalement, c'est toujours un assistant pédagogique. C'est-à-dire, c'est pour donner aussi à l'enseignant des retours d'informations sur ce qui s'est passé dans les parcours. Il faut ouvrir la boîte noire, en fait. Vous avez tout à fait raison que c'est cette alliance entre les énormes possibilités de ces innovations et en même temps la lucidité sur tous les biais que ça implique et donc dans ce sens-là, ouvrir, expliquer, finalement participer sans doute à des émissions comme
celle de ce matin, c'est très important. Vous avez tous les deux parlé de personnalisation. C'est ce qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui sont aujourd'hui quasiment impossibles dans une classe de 35 élèves. C'est ça, Lionel Prudhomme? Oui, simplement, d'abord, on a une tendance aujourd'hui à avoir des prestations individualisantes, qu'on soit consommateur, enfin bon, je vais passer tous les domaines dans lesquels on peut agir, mais grosso modo, on a quand même une grosse tendance à ça. Et l'enseignement, effectivement, restait coincé jusqu'à présent dans une démarche qui peut être une démarche moyenne vis-à-vis d'une classe d'apprenants. Là, effectivement, l'IA permet d'aller personnaliser en fait le conseil à un groupe, un petit groupe, ou au contraire à un individu lui-même, pour pouvoir proposer ce déclic qu'on recherche tous en tant qu'enseignants. La question, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quelle est la posture de l'enseignant, puisque la machine, elle va simplement décrypter en fait potentiellement des blocages des uns et des autres, des niveaux, etc. Après, l'enseignant, lui, il a besoin d'agir, et c'est là où on voit, si vous voulez, que la posture, excusez-moi le côté américanisme, mais en fait, c'est une posture high touch, c'est-à-dire qu'il va devoir pouvoir cerner précisément le besoin de l'élève, j'allais dire, de l'apprenant, et apporter le conseil adapté à la situation, vécue ou mal vécue d'ailleurs par l'apprenant. Donc il y a un enjeu de formation aussi des enseignants à oui, parce qu'en fait, il va devoir, j'allais dire, aborder des champs qu'il n'avait pas l'habitude d'aborder jusqu'à présent. C'est un peu un changement de modèle. Catherine de Vulpilière, est-ce qu'elle sert d'abord, vous allez me dire oui ou non, à aider plus particulièrement les élèves en difficulté scolaire ou pas seulement ? Alors oui. D'abord, les élèves qui sont en décrochage, parce qu'effectivement, nous, on travaille sur les savoirs fondamentaux, le nombre, la lecture, la grammaire, etc. Et donc, effectivement, on voit bien quand les fondamentaux ne sont pas là, pour des raisons extrêmement variées, que l'IA n'est pas là pour résoudre, bien entendu, finalement, il y a du décrochage. Donc oui, bien sûr, c'est d'abord fait pour ça. C'est vrai que nous, on travaille avec des algorithmes qui ont d'abord été documentés, on s'appelle Evidence B, c'est la recherche, en fait, qui est derrière nos ressources. Et donc, effectivement, l'IA, elle a d'abord été travaillée par l'INRIA Bordeaux, par le laboratoire Flowers. Et effectivement, il y a eu des études, des papiers publiés. Et effectivement, on voit bien que ça aide les élèves qui sont en décrochage par le bas. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont pas été travaillés assez longtemps. Quand on fait une séquence pédagogique, en fait, on travaille un petit peu pour le milieu, comme vous le disiez. Parce que les fondamentaux, à un bout d'un moment, on les arrête et on travaille pour un petit peu ce qu'on pourrait appeler le ventre mou, mais qui ne représente qu'une partie, en fait. Et donc, effectivement, il y a ceux qui décrochent parce qu'ils n'ont pas eu assez longtemps d'exercice de bas niveau, et ça fait rien s'ils perdent un peu de temps à ce moment-là, parce que c'est fait pour consolider des bases, et à terme, c'est extrêmement fructueux. Mais aussi, il y a des élèves qui décrochent par le haut, en quelque sorte, parce qu'ils s'ennuient. Donc c'est vrai que finalement, une classe, elle est complètement mixte, hybride, il y a des élèves de tous les niveaux, et on travaille un petit peu pour tous ces niveaux-là, en fait. De quelle manière vous accompagnez les enseignants est-ce que vous dispensez de formation également à ces outils? Oui. Vous disiez que vous travaillez avec l'Éducation nationale. Oui, absolument. De quelle manière vous travaillez avec les enseignants? Nous, c'est à l'intérieur du produit, parce qu'on sait bien qu'une innovation, elle arrive à irradier finalement quand elle est utile et quand elle est intuitive. Donc c'est d'abord, nous, des tableaux de bord, en fait, qu'on a développés, d'abord pour les enseignants. Alors là, on est, nous, une start-up, on a été créé il y a 4 ans à peine, etc. Et donc, on a d'abord travaillé pour les enseignants, en fait. Enfin, les ressources sont faites pour les élèves, et on va s'attaquer au tableau de bord élèves après. Parce qu'on estimait que les professeurs, c'était eux qui allaient accompagner exactement dans l'esprit de ce que vous disiez il y a un instant. Donc effectivement, c'est des tableaux de bord qui vont donner des retours sur la progression des élèves, où est-ce qu'ils ont bloqué exactement. Nous, on a un algorithme de personnalisation par apprentissage, par renforcement, donc c'est pas du tout du spacing, c'est pas de la mémorisation, c'est vraiment comment l'élève apprend avec son propre historique à lui. Donc il y a des retours là-dessus, et il y a aussi des retours sur des groupes d'élèves, parce que
L'enseignant, il enseigne dans une classe, donc on a un algorithme de clustering aussi, qui va donner des indications aux professeurs sur la manière dont les élèves ont appris. Est-ce qu'ils ont répondu vite, pas vite? Est-ce qu'ils ont lu la consigne? Est-ce qu'ils ont lu les feedbacks, par exemple, ou pas? Et tout ça, ça va lui donner, à lui, une aide pour, en dehors de notre solution, qui peut être utilisée à différents moments de la séquence, finalement, intervenir, réexpliquer des choses, faire des évaluations ensuite plus ou moins longues, selon le... Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment cette double prise élève et prof qu'on a. Lionel Prudhomme, finalement, c'est plus de travail pour l'enseignant. Ces technologies, elles pourraient être gain de temps sur certaines tâches. Mais finalement, il y a un suivi derrière et un accompagnement de ces technologies qui fait que c'est peut-être plus de travail pour l'enseignant. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand je parlais de high touch versus low touch, c'est-à-dire, en fait, on se rend compte que, par exemple, dans la période de pandémie qu'on vient de vivre, on faisait de l'enseignement à distance. Ça, c'est du low touch parce qu'en fait, on arrive assez peu à faire passer les émotions à distance. High touch, ça veut dire qu'on sait que l'apprenant, quand il est dans une situation d'apprentissage, qui va permettre la mémorisation, c'est l'émotion. Donc, il a une bonne émotion, une mauvaise émotion. On sait que ça joue beaucoup dans l'apprentissage. Les neurosciences nous le montrent. Et donc, la question, c'est quand vous venez intervenir auprès d'un étudiant qui, effectivement, est en difficulté, lui, il est dans une situation négative, j'allais dire. Donc, créer une émotion positive, c'est tout l'enjeu qui va avoir, qui va être la tâche en fait et la mission de l'enseignant. Et on voit bien que c'est ce que j'appelle le high touch, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'arriver comment à singulariser par rapport à l'individu, parce que chacun ne va pas forcément réagir de la même manière. Donc, il reste un travail tout entier de l'enseignant pour s'investir dans la situation singulière de l'étudiant. Vous nous donniez quelques chiffres tout à l'heure, Catherine de Vulpilière. Où en est-on du déploiement de ces technologies à l'échelle nationale? Est-ce que l'IA est encore pour l'instant réservée à certains établissements français? Alors non, parce que le ministère de l'Éducation nationale, il lance justement des partenariats d'éducation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment tout un séquencement. Nous, on a en France, en fait, on est déjà déployé aussi à l'international, mais en France, en tout cas, on a on travaille énormément avec l'Éducation nationale. Donc c'est pas certains établissements. Là, par exemple, les ressources de mathématiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est un des 6 lauréats. Donc ça veut dire qu'il y a 5 autres lauréats. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup c'est déjà pas mal investi. C'est vraiment pour les 2,4 millions élèves du cycle 2, etc. Il y a des nouveaux partenariats qui vont être menés pour la fin du primaire. Il y en a d'autres pour les secondes en particulier qui sont là. Il y a eu le lancement d'un appel à projet l'année dernière. On est dans l'attente des premiers résultats sur la remédiation en seconde en particulier, ce qui est un enjeu extrêmement fort pour permettre aux élèves, 80% d'une classe d'âge au bac, c'est un enjeu très important et qu'il faut tenir, voire plus. Aujourd'hui, on en est bien plus que là. Et donc voilà. Donc non, c'est pas. Les choses avancent bon train en France et à l'international aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.